Ce soir, dans notre séquence ping-pong, je reçois Éric Zemmour. Il va répondre à une critique de Jean-Marie Durand des Inrecuptibles à propos de son ouvrage Mélancolie française, coédité par Fayard de Noël. L'histoire de France racontée par Éric Zemmour. Éric Zemmour, bonsoir. Bonsoir. Alors, cette mélancolie française, pour moi, la thèse est la suivante. La France a eu le désir d'un empire. Cet empire n'y a pas accédé comme elle aurait dû y accéder. Et la métaphore va jusqu'à la chute de l'Empire romain. Et la France serait actuellement un peu dans la situation de l'Empire romain au moment de sa chute, à savoir que cette chute a été provoquée par l'invasion des barbares. Savoir que les barbares, ce sont ceux qui sont extérieurs à l'Empire romain et non pas le terme barbare d'aujourd'hui. Seulement, vous faites une analogie entre les barbares d'hier et les barbares d'aujourd'hui, qui serait l'immigration maghrébo-africaine. Voilà, est-ce que j'ai un peu résumé la thèse de ce livre? Vous l'avez résumé, mais vous l'avez décalé. La thèse, c'est de dire, voilà, la France était un des royaumes nés de la chute de l'Empire romain. Et elle a toujours rêvé, c'était sa destinée manifeste, de reconstituer cet empire romain à son profit. Et parce que, pour des raisons compliquées, en particulier la lutte que lui a menée ce que j'appelle Carthage, c'est-à-dire l'Angleterre, elle a fini par échouer alors qu'elle a été à deux doigts de réussir. Donc, parce qu'elle a échoué, elle est malheureuse, d'où Mélancolie française. Et parce qu'elle a échoué, elle n'arrive plus à assimiler ces nouveaux immigrés comme elle a fait pour les autres. C'est parce qu'elle est affaiblie, qu'elle n'est plus l'Empire, elle n'a pas réussi à être l'Empire romain, que ce fantastique apport de sang neuf qui va lui permettre de redevenir la première puissance démographique d'Europe, ce qu'elle était au XVIIIe siècle, risque aussi de faire renaître son autre tropisme, qui est le risque de guerre civile. Oui, parce que la démographie est un élément important dans votre démonstration. Bien sûr. Alors je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Je vous ai trouvé quasi marxiste dans une analyse. Ça ne me surprend pas du tout. Et surtout à partir de la baisse tendancielle du taux de profit. Vous voyez de quoi je veux parler. À savoir comment le capitalisme se renouvelle régulièrement, que ce soit par l'immigration, par la guerre, par la mondialisation ou même par l'Europe, pour maintenir son taux de profit. Là, je vous ai trouvé extrêmement pertinent. Ah ben, c'est très aimable à vous. Mais je suis très souvent marxiste dans mes raisonnements. Je pense que Marx a eu une analyse du capitalisme, c'est lui qui annonce que le capitalisme pousse à la mondialisation, c'est lui qui annonce que le capitalisme détruit les structures traditionnelles. À l'époque, c'est l'aristocratie, l'Église, puis la famille patriarcale, etc., comme on a connu après 68. C'est le capitalisme qui détruit pour imposer le règne du marché. Je suis très sensible aux analyses de Marx. En même temps, je suis étonné qu'avec une analyse comme celle-là, vous ne resituiez pas l'immigration comme étant simplement un moyen pour ce capitalisme de maintenir... C'est exactement ce que j'explique. Oui, mais en chargeant cette immigration d'un certain nombre de, comment dirais-je, de mots. Ah non, je la... Me serais-je trompé? Ah oui, vous êtes trompé. Très bien. D'abord, vous m'accordez que j'explique très bien que c'est le capitalisme qui pousse à accueillir de plus en plus d'immigrés et en permanence pour pouvoir faire pression sur les salaires des gens qui sont dans les pays d'Europe. Ça, vous me l'accordez quand même, c'est une analyse marxiste classique. Oui. Et deuxièmement, ce que j'explique, c'est que la France, depuis le milieu du 19e siècle, était le pays qui avait inventé une tradition d'accueil et d'intégration des étrangers qui passait par l'assimilation. Et que ce système a magnifiquement fonctionné jusqu'aux années 70. Et que parce qu'on a renoncé à ce système, je pense qu'on va à la catastrophe. C'est pas les immigrés que j'accuse de tous les maux. Non, mais vous ne trouvez pas qu'il y a une stigmatisation un peu de... Enfin, une stigmatisation d'un type des immigrations. Les Maghrébins, les Africains sont responsables. Mais pas du tout. Ils sont pas responsables. Ils sont responsables de rien. Ils sont la conséquence de l'abandon de notre système. Et ensuite, on a les conséquences. Et ça tombe sur eux. Oui. D'accord, mais on va écouter donc Jean-Marie Durand des Inrecuptibles. Allez-y, vous appuyez et vous répondez. Éric Zemmour, votre livre Mélancolie française est intéressant. C'est votre histoire, vous racontez votre histoire de France à votre manière, selon laquelle la France aurait toujours été un peu frustrée d'un rêve de puissance qui ne serait jamais assouvi. Elle serait toujours comme en deçà de ce qu'elle voudrait, ce à quoi elle aspirerait. Or, il me semble que la France, précisément, en tout cas, l'idée que moi je me fais de la France a toujours été un pays qui précisément été fondé sur ces valeurs-là, sur l'égalité, sur l'accueil. Et
En l'occurrence, vous le rejetez, ce modèle-là. Je vous cite, puisque pour vous, la France n'a même pas à s'ouvrir aux autres, puisque sinon, si je vous comprends bien, sinon la France ne sera plus la France, c'est votre propre littérature, c'est vous qui le dites. Sinon la France ne sera plus la France, nous sommes quand même avant tout un peuple européen, de race blanche, de culture grecque, latine, de religion chrétienne. Alors, il est amusant parce que il dit que c'est moi qui le dis alors que je cite le général de Gaulle. Oui, c'est de Gaulle. Ouais. Donc bon, déjà c'est curieux. Et deuxième... Vous reprenez à votre compte. Ah, mais je la reprends tout à fait. Voilà. C'est très gaulien d'ailleurs dans ce livre. Mais bien sûr. Marxiste et gaulien. Voilà, exactement. Ouais. Ça me va. Non, ce que je veux dire, c'est que bon, c'est une phrase du général de Gaulle. Deuxièmement, c'est lui qui dit la France ne serait plus la France. Non pas. Il dit, il le cite mal. Il dit, il est bon qu'il y ait des Français jaunes, noirs, etc. Mais il faut qu'il reste une minorité. Voilà, parce que nous sommes un pays de race blanche, de culture gréco-latine et de religion chrétienne. Sinon, la France ne serait plus la France. C'est là qu'il le dit. C'est s'il devenait une majorité. Et je crois que c'est le bon sens. Deuxièmement, en plus, moi, il m'amuse quand il dit la France ne doit pas s'ouvrir. Parce que moi, je ne suis pas chrétien et je ne suis pas, au départ, de culture gréco-romaine. Je suis un barbare, pour reprendre cette expression, un barbare romanisé. Ce que j'essaye donc c'est une critique que je ne comprends pas. Troisième chose, quand il dit, c'est toujours pareil, la France repose sur les valeurs, sur des valeurs de liberté et d'accueil. Mais où il a vu ça? Où a-t-il vu ça? C'est dans la Vulgate républicaine. C'est pas républicain. Oui, oui. C'est dans la Vulgate post-républicaine des années 90, 80, de l'antiracisme. La France n'a jamais été ni sur l'accueil ni sur la fermeture. Ça, c'est des slogans depuis les années 80. C'est cette volonté, alors là en revanche, de déterritorialiser la France, qui est une constante de la gauche depuis les années 80. Une culture hors sol. Exactement. On manie des hommes, des concepts, on fait de l'histoire un petit peu comme ça, immédiate, en essayant de cumuler plein de choses différentes, sans rigueur absolue. Non, là, il fait une critique que je peux comprendre, mais c'est volontaire. C'est-à-dire que je ne suis pas un historien professionnel. Donc ce que je peux apporter d'intéressant par rapport à un travail d'historien classique, c'est justement de prendre l'histoire et de mettre en rapprochement les temps contemporains, aujourd'hui, en montrant les continuités. Mais si vous voulez, je vous donne un exemple. Quand j'explique que sous la monarchie, il y avait un conflit entre ceux qui voulaient l'autonomie de la France, l'indépendance de la France, quitte à faire des alliances complètement contre nature avec le Grand Turc ou avec les protestants. Et il y avait ceux qui, au contraire, voulaient mettre la France sous la domination des Habsbourg au nom de l'unité de la chrétienté, de la religion chrétienne. Aujourd'hui, je pense que la nouvelle religion, c'est la religion des droits de l'homme, comme dirait Régis Debray, et que c'est avec cette religion des droits de l'homme qu'on unifie de la même façon la famille occidentale. C'est comme ça que j'explique le passage de gens comme Glucksmann, Kouchner, de l'URSS aux néoconservateurs américains, parce que je pense que ces gens sont passés par la religion des droits de l'homme pour unifier, vous voyez, l'Occident, exactement comme, je sais pas, moi, Catherine de Médicis rêvait d'unifier l'Europe sous la religion chrétienne. D'accord. Autre point de fixation important, même s'il est plus discret, c'est la haine de la culture contemporaine. Vous êtes tout le temps en train de dénoncer ce que vous appelez l'appauvrissement mélodique, le simplisme linguistique des chanteurs de rap, par exemple, qui est une vision, je trouve, évidemment un peu réductrice et un peu simpliste, si je puis me permettre, de la création française aujourd'hui. Je ne vais pas me lancer dans un débat sur le rap. Vous l'avez déjà fait, déjà. Voilà, j'ai déjà fait. Et en plus, ce n'était pas mon sujet. Ce que vous avez lu, ce que j'essaie d'expliquer, c'est comment s'organise une culture autonome avec un mythe américain, noir américain, et comment... Il y a une réflexion sur le métissage aussi. Absolument, qui est le contraire de la diversité, mais même on les promeut ensemble. C'est le paradoxe. Et surtout, le métissage, en fait, c'est le contraire de ce qui arrive en ce moment. Contrairement à ce qu'on prétend, puisque les gens se séparent de plus en plus, puisque justement ils sont trop différents. Communautarisme, vous voulez dire. Exactement. Bon. Et là, la culture contemporaine, je suis désolé, oui, je ne suis pas fasciné par le raffinement linguistique des textes des rappeurs.
C'est votre droit, je crois. Vous endossez le rôle du pourfendeur du politiquement correct, comme si vous étiez seul, isolé, voilà, dans ce pays qui serait lié contre vous. Vous seriez la seule voix comme ça, dénonçant soi-disant des idées dominantes, alors que je pense exactement l'inverse. Je pense qu'au contraire, vous incarnez un paysage intellectuel extrêmement dominant. Le problème, c'est que vous, contrairement à ce que vous dites, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir médiatique, on vous écoute, on vous lit, on vous entend à la radio, à la télé. Donc ma question, ce serait celle-ci. Est-ce qu'au moins, vous pourriez nous épargner votre mélancolie et votre déploration de votre solitude intellectuelle, qui est un pur faux semblant? Alors, posture, monsieur Zemmour? C'est bizarre comme question parce que dans le livre, je ne parle jamais de ma solitude intellectuelle. Bon, deuxièmement, à l'entendre, je suis le Deus ex machina des médias. C'est bien exposé, on va pas dire le contraire. Mais attendez, mais écoutez, ça fait 20 ans que je suis journaliste politique. Ça ne fait que depuis 3-4 ans que j'ai une telle exposition. Vous avez raison, depuis 3-4 ans, les portes s'ouvrent. Pendant 15 ans, elles étaient hermétiquement closes. Deuxièmement, ça m'amuse. C'est marrant comme les gens de gauche ne supportent pas la contradiction. C'est-à-dire que on n'a pas le droit de dire des choses différentes d'eux, et on n'a pas le droit de dire qu'ils ont le pouvoir dominant. Sincèrement, oui. Que la gauche, les intellectuels de gauche. Le pouvoir culturel. Ah, bien sûr, je ne parle pas du pouvoir économique. Est-ce que le pouvoir culturel aujourd'hui a une importance déterminante? Mais énorme. Ils font toujours, ils imposent leurs mots. Regardez le débat sur l'identité nationale. Vous parlez des ateliers d'ailleurs. Oui, c'est une expression que je prends à un type que j'admire beaucoup, Jean-Claude Michéa. Et lui dit qu'il y a des ateliers sémantiques qui préparent les mots qu'on va imposer à la société. Et je suis désolé, en général, ces mots comme, je sais pas moi, sans-papier, accommodement raisonnable, et la plupart, et tous, j'allais dire, viennent de l'extrême gauche. C'est pas la droite traité de réactionnaire dès qu'elle bouge une oreille, qui impose ces mots-là. Ce que je veux dire, le pouvoir, c'est ça. C'est le pouvoir d'imposer les mots. Et ça, je l'ai pas. D'accord, voilà. Bah, écoutez, on parlait du livre d'Éric Zemmour, Mélancolie française, avec Éric Zemmour très souriant, l'histoire de France racontée par Éric Zemmour chez Fayard de Noël. Voilà, on a le sentiment qu'on va s'asseoir à côté de sa cheminée et que Éric Zemmour va nous raconter l'histoire de France. C'est peut-être un peu ça, en fait. Merci, Éric Zemmour.